Bonjour et bien sûr ravi de vous retrouver à Pékin sur les toits de certains hôtels du quartier Xicheng près du lac Bairai pour parler un petit peu de ce qui distingue de nous les Chinois ou de ce qui distingue les Chinois de l'Occident à partir de Jacques Gernet dans le monde chinois. Je relève 7 points sur lesquels je vais très vite ici, qui sont une espèce de résumé, hein. 7 points que je propose en guise de résumé d'une petite conférence ou d'un cours qui mériterait bien sûr d'être approfondi. Alors le premier point qui caractérise cette civilisation, eh bien c'est sa civilisation agraire. C'est une civilisation d'agriculteurs contre les nomades. Alors même si évidemment les éleveurs ont aussi eu leur mot à dire et leur rôle à jouer dans cette longue histoire, je pense notamment aux Mongols qui ont pris le pouvoir. Il y a une dynastie mongole, je pense à la dynastie Yuan, je pense aussi à ses héritiers ou à ses descendants des Yorken, les Mandchous, qui ne sont pas foncièrement des agriculteurs non plus. Mais voilà, on a une civilisation agraire qui a un certain rapport au temps complètement déterminé, comme l'est la vie de tous les paysans, par le temps qu'il fait, hein, par un certain rapport au climat. Hein. Vous savez que le souci du paysan, c'est moins le temps qui passe que le temps qu'il fait. Je veux dire le temps au sens météorologique du terme. Voilà, et cela a conditionné l'histoire de la Chine. Cela a conditionné son rapport psychologique au monde. Hein. Le paysan n'a pas tellement de raison de vouloir, puisque le temps qu'il fait n'est précisément pas une donnée sur laquelle on peut agir de manière volontariste. Cela a engendré une civilisation relativement douce en fait, quoi qu'on en pense aujourd'hui au regard de certains débats sur les droits de l'homme, puisque pour vous donner un exemple, sachez que l'esclavage n'a quasiment pas existé en Chine, hein, sinon l'esclavage pour dette, alors qu'il était monnaie courante et très répandu en Grèce ancienne ou du temps des Romains. Le deuxième point qui caractérise cette civilisation, c'est son génie scientifique et technique. Joseph Needham, pour ne donner qu'un nom, dans Science and Civilization in China, un ouvrage qui est d'ailleurs traduit en français pour partie, fait une liste quasi exhaustive, c'est quasiment une encyclopédie ce livre, sur toutes les inventions, pour n'en donner que quelques-unes, la poudre à canon, l'imprimerie, la boussole, sont des inventions qui sont apparues ici en Chine entre 500 et 1000 ans avant la date à laquelle elles apparaissent en Europe. Donc un génie scientifique et technique, mais tout à fait particulier, hein, qui ne s'adosse pas à une volonté de maîtrise technique de la nature, à une volonté de domination telle qu'elle est affirmée par exemple dans le discours de la méthode chez Descartes, et qui donc pour cela n'a pas abouti à ces révolutions industrielles telles que nous les avons connues en Europe. Le troisième point qui distingue les Chinois, c'est une logique combinatoire contre cette logique discursive à laquelle c'est plus particulièrement intéressé l'Occident, une logique combinatoire que vous voyez à l'œuvre déjà dans le plus fondamental, le plus ancien de tous les livres chinois, qui est à la Chine ce que la Bible est à l'Occident, le Yijing, un combinatoire de traits pleins et de traits brisés qui vont former des trigrammes, puis des hexagrammes. Cette logique combinatoire a une particularité
remarquable, c'est qu'elle n'est pas fondée sur le principe de non-contradiction. Hein, une chose ne peut être vraie en même temps que son contraire. Hein, c'est ce que disait le principe de non-contradiction. Eh bien, ce principe est battu en brèche, il est à cette logique de la non-contradiction. On a au contraire opposé ici une logique de l'opposition-complémentarité. Hein, c'est cette logique qui est, si vous voulez, résumée par le yin-yang. Hein. Il n'y a pas de yin sans yang, il y a même du yin dans le yang, du yang dans le yin. On ne peut pas dire que les deux choses s'opposent, elles sont plus complémentaires qu'opposées. Et c'est dans cette manière de penser que la Chine inscrit ses raisonnements, hein, sa logique. Voilà. Le quatrième point remarquable, c'est celui d'une spiritualité sans transcendance. Alors il y a des dieux, il y a des génies, il y a une spiritualité, il y a du merveilleux, mais il n'y a pas de surnature au sens transcendant du terme, opposé à l'immanence de ce monde. Il n'y a pas de rupture ontologique entre des plans de réalité incommunicables et foncièrement séparés, plutôt une logique, comme le précise Jacques Gernet lui-même, de la transition du subtil au grossier, du grossier au subtil. Et c'est dans cette transition-là que doit se penser l'ascèse spirituelle de tout chercheur d'immortalité taoïste ou de toutes les religions qui nous parlent d'énergie primordiale, de chaos primordial plutôt que de Dieu. Voilà, là on a quelque chose d'original, sans durcissement dogmatique, dans ce rapport à la religion, avec une insistance systématique sur l'expérience individuelle, le travail psychophysiologique qui permet justement d'affiner ses perceptions pour saisir l'aspect subtil du réel. Le cinquième point, c'est l'opposition entre les rites et la loi. La Chine a évidemment toujours eu un arsenal juridique, mais relativement dérisoire par rapport à la préoccupation qu'elle a eue des rites. Nous, occidentaux, nous sommes les héritiers des Grecs et encore plus des Romains sur ces questions. Et nous sommes les héritiers donc de juristes et d'administrateurs qui s'appuyaient pour ordonner l'Empire sur un imposant recueil de lois. Eh bien, en Chine, ce n'est pas la loi, mais c'est le rite qui est le principal instrument de gouvernement des hommes dans leur vie privée comme dans leur vie publique. On aura l'occasion d'en reparler, puisque ça, c'est vraiment l'apport, l'influence, si vous voulez, de Confucius sur toute l'histoire de la Chine. Donc une civilisation du rite contre une civilisation de la loi. Le sixième point remarquable, c'est évidemment la langue. Nous sommes dans un système d'écriture et d'articulation qui n'ont absolument rien à voir avec les langues indo-européennes qui concernent, disons pour faire simple, tout le continent eurasien à l'ouest du Pendjab. Ici, un système idéogrammatique, oui, mais plus que ça, puisque vous le savez, les lettres de notre alphabet étaient aussi à l'origine des idéogrammes, comme vous vous en convaincrez en étudiant un petit peu l'hébreu. C'est-à-dire que c'est
ces lettres de nos alphabets occidentaux sont aussi des dessins au départ. Mais le chinois, la langue chinoise écrite est vraiment restée très proche de ses origines graphiques, hein, c'est-à-dire du sens dessiné des lettres, des caractères, devrais-je dire plutôt, et elle ne s'en est pas éloignée. Et cela a évidemment fortement influencé son histoire, car vous savez que nous pensons dans une langue et les structures de la langue conditionnent notre pensée. Le dernier point que je voulais évoquer ici aujourd'hui, c'est sur ce sujet de ce qui distingue de nous les Chinois, ou de ce qui distingue les Chinois de nous, c'est cette conception abstraite de l'État. Alors c'est plutôt un point commun pour nous aujourd'hui, la conception abstraite de l'État, le rationalisme de l'administration, la spécialisation des fonctions, la distinction du public et du privé qui nous semble des évidences. Cette distinction du public et du privé, c'est une distinction que nous héritons des Lumières, c'est John Locke qui l'a fait par exemple. Eh bien, cette conception abstraite de l'État, elle a été inventée par les Song au XIe, XIIe siècle après Jésus-Christ. Alors c'est étonnant parce que nous avons regardé ces dernières décennies la Chine à travers le prisme de son histoire la plus récente, comme s'il s'agissait d'un pays complètement éclaté, un pays du tiers-monde qui sort de sa misère en imitant plus ou moins bien l'Occident. Eh bien, historiquement, c'est le contraire qui est vrai, et ce n'est pas un délire personnel, mais c'est quelque chose qu'attestent les historiens, et Jacques Gernet en particulier. Le rationalisme en politique, l'organisation rationnelle de l'administration, le système des concours mandarinaux par exemple, qui a inspiré au XIXe siècle en France la formation d'une école comme l'ENA, eh bien tout cela vient de Chine et a été pensé en Chine environ 1000 ans avant l'Europe, environ 800 ans avant la Révolution française. Donc je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César, repenser l'histoire et nous resituer dans un temps long pour peut-être tordre le cou à certaines idées reçues et redonner aux choses et au dialogue culturel un sens un petit peu plus riche. Voilà, j'espère que ces quelques remarques qui ne sont pas exhaustives, hein, qui sont peut-être un petit peu tranchées parfois, vous serviront de point de départ pour de nouvelles recherches. Je vous donne rendez-vous très bientôt ici, tout près du lac Baihai, sur les toits des hôtels des quartiers Xicheng, dans les Rotondes de Pékin, un petit peu à 1 heure à pied, à 3/4 d'heure, 1 heure de la cité interdite, pour continuer nos discussions et notre petit voyage dans l'espace et le temps pour des délices de la civilisation chinoise. Très bientôt!